de se dire: «Bah, je reste locataire parce que j'ai envie d'habiter dans une grande ville qui me coûte cher et j'investis dans l'immobilier, dans une ville où ça coûte moins cher et donc du coup, je vais pouvoir avoir peut-être potentiellement du cash flow ou en tout cas une meilleure rentabilité que si j'avais investi, dans la ville où j'étais». Le risque dans l'immobilier, c'est 2 choses, c'est d'acheter dans un endroit où j'ai potentiellement de la vacance locative. C'est aussi d'avoir des profils locataires qui sont, on va dire moins sécuritaires et le dernier point, c'est, la revente. Le rôle d'un investisseur, c'est de faire partie de ce réseau-là pour pouvoir avoir accès à ces bonnes affaires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'investissement locatif. L'immobilier est le placement préféré des Français et avec un accès à la propriété parfois compliqué dans certaines grandes villes, de nombreux jeunes actifs se tournent vers l'investissement locatif dans d'autres villes. J'ai eu l'occasion de recevoir Elodie Bouchard, franchisée du groupe Cataneo, spécialisée dans l'investissement locatif clé en main. Elle vous donne ses conseils pour définir sa stratégie et réussir son investissement locatif. Je vous souhaite un excellent visionnage. Salut Elodie, comment vas-tu? Hello Quentin, ça va très bien et toi? Super, je suis très content de te recevoir sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, c'est pour un épisode, spécial immobilier. Donc on va parler de comment réussir, sa stratégie, d'investissement locatif, des différentes réformes, de ce qui peut se passer en ce moment dans le monde de l'immobilier et puis on reviendra sur, ton parcours et ton expérience. Super. Hem Pour commencer, donc on voit en ce moment que le marché de l'immobilier au cours des derniers mois, dernières années a été un petit peu, chahuté. On a vu, des hausses de taux, des baisses de prix dans de nombreuses villes. Quel est un peu ton ressenti? Est-ce que pour toi ça reste toujours le bon moment pour investir? Ou est-ce qu'il y a des facteurs à prendre en compte, qui font que c'est plus compliqué en ce moment? C'est une très bonne question parce que, effectivement, c'est souvent une question qu'on me pose: «Est-ce que c'est le bon moment pour investir?» Et la réponse que j'ai, c'est qu'en fait, à chaque période, on a des avantages et des inconvénients. Donc moi, personnellement, je suis investisseuse et j'investis peu importe les périodes. Et donc en ce moment, effectivement, tu l'as très bien dit, on a des taux qui avaient grimpé, qui sont en train de redescendre, donc c'est intéressant aussi. Et on a du coup une baisse de l'immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, l'intérêt d'acheter, c'est qu'on va acheter bas, à des prix qui sont inférieurs au prix du marché et que du coup, on va s'enrichir plus sur la valorisation. Donc, c'est-à-dire à la revente, on va faire, une plus importante plus-value si, on attend, que le marché remonte pour revendre son bien et on aura par contre potentiellement, plus de rentabilité, mais par contre, on aura des taux qui sont plus élevés et donc des mensualités qui vont être plus élevées. Une mensualité plus élevée, ça veut dire que la différence entre le remboursement et les loyers va être soit moins importante, soit on va devoir faire un effort d'épargne tous les mois et donc du coup, ça veut dire que, je vais, acheter moins cher, mais je vais en contrepartie devoir peut-être poser 100-200-300 € par mois en effort d'épargne dans mon investissement que je récupérais, quand, je vais revendre mon bien. Donc on est plutôt sur une stratégie, plus long terme où je place de l'argent régulièrement, j'épargne dans l'immobilier et je récupère ma mise à la fin et je suis malin, je suis un investisseur, donc je revends au bon moment. Par rapport à des périodes dont on disait que c'était la super période, alors certes, on avait des taux qui étaient très bas, mais on avait des prix qui étaient très hauts et là, par exemple, moi, quand j'ai acheté mes biens, il y a, 3 ans et demi, 4 ans, si je dois les revendre aujourd'hui, je perds de l'argent parce que, j'ai du cash flow positif, donc tous les mois, je m'enrichis avec mon cash flow positif, mais par contre, j'aurais pas eu de valorisation. Donc voilà, me mon on va dire mon retour là-dessus. Selon moi, chaque période a ses avantages et pour moi, il vaut mieux commencer, peu importe, la période parce qu'en fait, à partir du moment où on ne commence pas, on commence pas à gagner de l'argent non plus. OK, donc finalement, il y a pas de bon ou de mauvais moment. Là, en ce moment, c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué de générer du cash flow comme ça l'était, avant, mais donc on profite de prix, plus faibles pour, investir dans l'immobilier. C'est ça. Et donc avant de rentrer un peu plus en détail dans l'investissement locatif, il y a une question que beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce qu'il faut commencer par acheter sa résidence principale ou bien rester locataire tout en faisant un premier investissement locatif? Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question et quels sont les différents facteurs qu'il faut prendre en compte, pour prendre sa décision? Déjà, il y a pas une règle exacte parce que ça va dépendre à chaque fois de la situation de la personne. Chaque personne déjà est différente, a des objectifs de vie qui sont différents et donc en fonction déjà de ce qu'on a envie de faire, sans parler même d'investissement, on peut déjà avoir envie d'être propriétaire de sa résidence principale ou pas. Il va y avoir aussi un critère,
qui me semble important quand on est jeune, par exemple, et qu'on habite dans une grande ville, Paris, Lyon, Marseille. Bah, il y a de fortes chances, au final, pour que être locataire nous coûte moins cher que en étant propriétaire. Exemple, j'achète un T2 sur la ville de Lyon. Ma mensualité, si j'achète un T2 sur la ville de Lyon, va peut-être être aux alentours de 1 200-1 300 € aujourd'hui, alors que je vais avoir un loyer pour le même appartement à 700 €. Donc forcément, bah, d'un côté, je vais dépenser 700 € par mois, de l'autre côté, je vais dépenser 1 200 €. Est-ce que moi, j'ai envie de dépenser 1 200 €, mais au final, peut-être moins sortir, faire moins de vacances, peut-être aussi, bah, mettre moins d'argent de côté qui vont me permettre d'investir dans autre chose? Ou alors est-ce que je préfère, payer que 700 € de loyer, mais au final avoir de la capacité d'emprunt pour faire un investissement immobilier, ou d'autres investissements en bourse ou autre et avoir une qualité de vie qui m'intéresse plus? Donc déjà, il y a ce critère-là à prendre en compte. La résidence principale, moi, dans mon cas, j'ai commencé par ma résidence principale, mais aujourd'hui, je suis locataire. Donc on peut aussi se dire que, on peut commencer par quelque chose et ensuite, changer d'avis. C'est pas parce que c'est une résidence principale qu'on est obligé de la garder pendant 10 ans, 15 ans, c'est la résidence de notre vie. Moi, j'ai acheté ma résidence principale, aujourd'hui, elle est louée. Aujourd'hui, j'ai fait le choix d'être locataire parce que justement, j'avais envie de changer de ville. Je voulais tester d'abord en étant locataire pour ne pas acheter tout de suite une résidence principale là où j'étais, être sûre que ça me plaise, voir aussi où est-ce que j'avais envie d'acheter. Parce que justement, j'avais une vision plutôt long terme pour ce deuxième achat de résidence principale. Et du coup, bah, ma résidence principale aujourd'hui est louée. Je suis locataire de ma résidence principale. Et puis, je vais réacheter ma résidence principale dans le futur. Et j'ai pas fait un mauvais investissement parce que j'ai profité au moment des taux bas, justement, pour acheter ma résidence principale. Aujourd'hui, elle est louée, elle me fait un super cash flow. Cash flow qui me sert à continuer d'investir dans l'immobilier. Et mon loyer aujourd'hui est bas. Il est aujourd'hui, bah, pour donner un exemple, ma résidence principale, aujourd'hui, je la loue, mon ancienne du coup, je la loue, 1 050 € par mois et mon loyer actuel, donc c'était un T2, mon loyer actuel pour une maison de 150 m², il est de 1 050 € par mois. Donc en fait, je rentre 1 050 € pour un T2 que j'ai quitté et je dépense 1 050 € pour une maison de 150 m². Alors certes, on n'est pas dans le même endroit, on est dans le Beaujolais et ma résidence principale était, proche de Lyon. Mais voilà, donc ça peut être un exemple et pour moi, il faut d'abord partir de son projet à soi, de ce qu'on a envie de faire et ensuite on s'adapte. On va parler bien évidemment, il y en a qui vont me dire: «Oui, mais les banques, elles préfèrent». OK, les banques, peut-être qu'elles vont préférer, que d'abord tu achètes ta résidence principale, mais ça t'empêchera pas de trouver un financement. Tu trouveras une banque qui va t'aider à investir, même sur un projet d'invest en premier. OK. Hem et donc tu parlais de, regarder la mensualité qu'on pourrait payer, par exemple, donc dans une ville comme Lyon, tu Oui, prenais l'exemple de 1 200 € VS 700 € de loyer. oui, Donc c'est vrai que là, c'est une des choses aussi qui est à prendre en compte parce qu'on entend souvent, que être locataire, c'est, jeter, de l'argent par les fenêtres, pour le loyer. Mais il faut aussi, comme tu dis, prendre en compte l'intégralité des coûts si jamais on est propriétaire. Et puis aussi, il y a les frais de notaire à payer, le fait que quand on fait un emprunt, au début, on rembourse, en majeure partie les intérêts, ce qui fait exactement. qu'en fait, on n'amortit pas de capital au début, et donc on jette aussi entre guillemets «un peu d'argent par les fenêtres», en remboursant la banque, plutôt que d'amortir le capital. C'est ça. Et je trouve Hem, que ça peut avoir du sens, justement, dans ce cas-là, de se dire: «Bah, je reste locataire parce que j'ai envie d'habiter dans une grande ville qui me coûte cher et j'investis dans l'immobilier, dans une ville où ça coûte moins cher et donc du coup, je vais pouvoir avoir peut-être potentiellement du cash flow ou en tout cas une meilleure rentabilité que si j'avais investi, dans la ville où j'étais». mmh, OK, ouais, très clair. Et donc admettons qu'une personne, choisisse d'investir, dans l'immobilier locatif, se dit que, elle habite à Paris par exemple, ça fait pas de sens pour elle d'acheter sa résidence principale parce que ça coûterait trop cher en mensualité et puis elle sait pas forcément dans quelques années où elle habitera. Quelles sont les différentes étapes pour, réaliser un investissement locatif, que ce soit de définir sa stratégie jusqu'à l'acquisition et la mise en location du bien? Alors, c'est une très bonne question aussi. Les différentes étapes, ça va être déjà de se poser sur son budget.
Donc déjà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quel est le budget que je veux, attribuer à mon investissement? Comment on calcule un budget? En général, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il faut au moins 10 d'apport pour son projet. Donc si on a 10 000 € de côté, bah, globalement, on vise un investissement aux alentours des 100 000 €. C'est pas une règle exacte. On peut bien évidemment avoir des banques qui vont nous suivre avec moins d'apport que 10 et aussi mettre plus d'apport dans son investissement. Mais bon, déjà, on cadre avec ça. Ensuite, on va se poser la question de: est-ce qu'on a envie de s'en occuper nous-mêmes ou est-ce qu'on a envie de le déléguer? Si on veut s'en occuper nous-mêmes, bah, on va se dire: quel est le périmètre que je suis prêt à accepter pour aller faire des visites, faire mes travaux si je fais des travaux et faire ma gestion locative, si c'est moi qui la gère? Donc, je définis mon périmètre et si jamais je suis prêt à investir ailleurs, par exemple, je suis à Paris, mais j'investis, dans la banlieue lyonnaise parce que ça coûte bien moins cher que d'investir dans la banlieue parisienne et que ça correspond plus à ma stratégie. Du coup, bah, là, je vais devoir trouver, une société à distance qui va pouvoir tout gérer à ma place ou alors être prêt à aller faire, 4 heures, 5 heures de voiture pour aller faire des visites à chaque fois et être un peu plus organisé. Donc il y a vraiment aussi le paramètre, c'est le temps qu'on a envie de consacrer à son investissement. Est-ce que, on a un travail qui est très prenant et donc du coup, on a peut-être 1 heure par semaine à consacrer à son investissement? Ou est-ce qu'on a, je sais pas, 2-3 jours dans la semaine qui sont dispo et donc on va pouvoir s'en occuper nous-mêmes? Donc ça, c'est un autre critère et la dernière partie, c'est, le critère risque. C'est exactement comme en bourse. Bah, soit, j'ai, envie de placer quelque chose de très sécuritaire, je vais acheter par exemple des actions au Crédit Agricole. Là, globalement, je sais que je vais placer, qu'il y a très forte chance pour que je récupère à la fin, une mise, mais j'aurais pas, pris beaucoup de rentabilité pendant ce placement-là versus la crypto ou la crypto, bah, là, en ce moment, on est gâtés, mais la crypto, bah, je peux placer mon argent et demain, je ne suis pas sûre de pouvoir récupérer cet argent-là. J'aurais pris plus de risques, mais par contre, je vais avoir plus de rentabilité. C'est exactement la même chose dans l'immobilier. Le risque dans l'immobilier, c'est 2 choses. C'est d'acheter dans un endroit où j'ai potentiellement de la vacance locative, donc des locataires qui, j'ai du mal à louer, donc du coup, entre 2 locataires, bah, peut-être que j'ai un trou, de 1 mois, 2 mois, ou quelques semaines. C'est aussi d'avoir des profils locataires qui sont, on va dire moins sécuritaires. Par exemple, des gens qui gagnent moins d'argent, qui, sont peut-être en CDD, qui, ont des profils en tout cas qui, potentiellement peuvent arriver à des impayés. Donc, plus je vais avoir du risque et plus je vais je vais avoir des profils de locataires risqués. Et le dernier point, c'est, la revente. Si j'investis dans un endroit risqué, potentiellement, j'aurai plus de mal à le revendre mon bien et donc du coup, ça sera un produit qui sera moins liquide. Et donc l'inverse, c'est quoi? C'est si j'ai de la sécurité, je vais avoir, une forte demande locative, donc pas de mal à louer mon bien. Je vais pouvoir revendre rapidement mon bien et potentiellement, j'aurai aussi de la sécurité, en termes de valorisation. Et donc forcément, cette sécurité se paye et plus mon investissement dans l'immobilier est sécuritaire et moins il est rentable. OK. Voilà, donc pour la stratégie, pour moi, ces 3 points-là. Et donc, tu évoques, un profil de risque, qui fait que plus on est sécuritaire, moins on aura de rendement et plus on a une tolérance au risque élevée, plus on peut aller, chercher du rendement. Quelles sont les différentes façons qui peuvent exister pour investir dans l'immobilier? Donc, si par exemple je suis plus sécuritaire, vers quel type de bien est-ce que je vais m'orienter? Et au contraire, si jamais j'ai une tolérance au risque élevée, vers quel type de bien est-ce que je pourrais m'orienter? Alors, dans ce qui est sécuritaire, bah, déjà, c'est la ville, pour moi, qui détermine la sécurité, donc l'emplacement. Si je vais être dans une grande ville, en hyper centre-ville, c'est quelque chose de très sécuritaire et quand je vais être dans une ville moyenne ou petite ville, ou alors quand je m'éloigne des centres-villes, là, c'est de moins en moins sécuritaire. Donc ça, c'est un premier critère, et donc du coup, si je veux avoir quelque chose de très sécuritaire, je vais viser l'hyper centre-ville, des beaux immeubles, bel immeuble ancien ou même, des résidences neuves, ça fonctionne bien. Alors là, on a moins de rentabilité, mais par contre, c'est hyper sécuritaire. Et je vais, aller chercher des modes de location qui sont, là où on a le plus de facilité à trouver des locataires, c'est-à-dire la location nue.
Donc ça, c'est le plus sécuritaire possible. Ensuite, si je fais quelque chose d'assez équilibré, là, je peux aller chercher un peu plus de rentabilité avec de la location meublée, avec des villes moyennes plutôt que des grandes villes, ou alors une grande ville, mais je m'éloigne un petit peu du centre-ville. Et quand je vais aller chercher vraiment du risque, là, je vais avoir la location courte durée, donc Airbnb, par exemple. Je vais avoir le fait de louer dans des zones rurales ou même des zones qui sont populaires dans une ville et dans des immeubles qui sont pas très beaux d'extérieur, donc des grosses barres d'immeubles, des copropriétés qui sont pas forcément bien entretenues, voilà. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer. OK. Hem et hem, comment, donc admettons qu'on ait un profil un petit peu plus sécuritaire, comment est-ce qu'on donc on va plutôt s'orienter sur, du T2, du studio. Hem, Toi, comment est-ce que, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, comment est-ce qu'il peut choisir, plutôt de louer en location nue, location meublée? Quels sont les critères à prendre en compte, dans le cadre d'un investissement locatif, pour choisir son régime fiscal? OK. Alors là, justement, on va en parler un petit peu, mais il y a pas mal de changements en ce moment. Mais on va dire que la location nue, c'est le moins avantageux fiscalement. Pourquoi? Parce que du coup, ça va s'additionner à mes revenus et donc du coup, je vais payer des impôts sur mes revenus locatifs comme je paye des impôts sur mes revenus du travail. L'avantage de la location meublée, et c'est pour ça qu'on en voit beaucoup aujourd'hui, c'est que la méthodologie de calcul n'est pas la même et donc du coup, je vais pouvoir avoir un système d'amortissement et de déduction des charges qui va faire que pendant un certain nombre de temps, je vais ne pas payer d'impôts sur mes revenus locatifs. Donc globalement, si je dois choisir déjà entre location nue et location meublée, si je parle uniquement du critère, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour moi en termes de fiscalité? C'est la location meublée. Ça, il y a pas de sujet. Par contre, la location meublée, ça veut dire que je vais avoir beaucoup plus de rotation que sur de la location nue. En général, les locations nues, je vais avoir des locataires qui vont rester 3 ans, 4 ans, 5 ans, même des personnes qui vont rester à vie dans la même, location versus une location meublée. Ma cible, c'est les étudiants et les jeunes actifs. Donc en moyenne, j'ai une rotation par an. Donc mon critère de sélection, ça va être la fiscalité là-dessus, mais aussi, si c'est moi qui m'en occupe, bah, est-ce que j'ai envie d'avoir un locataire qui change tous les 4-5 ans? Ou est-ce que j'ai envie de tous les ans devoir rechanger, m'occuper, de faire un état des lieux, tout ça? Bien évidemment, il y a plus de rentabilité sur la location meublée que sur la location nue. Donc déjà, on peut choisir par rapport à ces critères-là et ensuite la location courte durée, je la mets dans un autre critère parce que là, souvent, ça demande beaucoup plus de travail et beaucoup plus de temps. Donc ce qu'il faut intégrer dans la location, courte durée, c'est où est-ce que je fais ma location courte durée? Est-ce que j'ai suffisamment de demandes pour pouvoir, que ça soit plus intéressant que de la location, nue ou meublée? Et intégrer du coup tous les coûts qui sont liés à ça. Donc je vais avoir tous les coûts des plateformes, Airbnb, Booking et la conciergerie si c'est pas moi qui m'en occupe. Donc là, on va donner une grosse partie de notre chiffre d'affaires à ces, organismes-là et en plus, je vais avoir, beaucoup moins de sécurité parce que je ne sais jamais combien je vais encaisser tous les mois. Une location nue et une location meublée, globalement, tous les mois, j'ai le même loyer qui rentre. Et éventuellement, si on a un petit peu de vacances locatives, on va avoir une différence, mais on va rentrer tous les mois le même montant de loyer. Une location, courte durée, je vais avoir de la saisonnalité. Donc il y a des périodes où je vais gagner beaucoup, peut-être l'équivalent de 3, 4, 5 mois de loyer si j'avais été en location nue, alors qu'il y a des périodes où ça va être complètement creux et j'aurai peut-être 3 ou 4 réservations dans le mois et donc il va falloir que moi j'ajuste, les remboursements parce que moi mes remboursements de prêt vont être les mêmes, mes charges vont être les mêmes et donc du coup les jours, enfin les mois où je rentre moins d'argent, c'est à moi de compenser avec ma propre trésorerie pour pouvoir continuer à subvenir aux charges liées à cet appartement. Donc il y a un peu plus aussi d'insécurité, sur la partie rentrée d'argent et sortie d'argent. OK. Et donc, tu parlais, pour revenir, location nue vs meublé, donc l'avantage fiscal et en contrepartie, un turnover des locataires qui peut être un petit peu plus important. C'est ça. Hem, Est-ce que ça peut valoir le coup de déléguer, par exemple, à une agence, pour bénéficier tout de même de l'avantage fiscal, de la location meublée? Ou alors, si jamais on n'a pas forcément envie de s'occuper de la gestion de son bien, ou alors rester en direct avec une location meublée, une location nue, pardon. Hem,
quel avantage, tu peux avoir à gérer soi-même ou à déléguer, la gestion de ton bien? Alors, bah, gérer la gestion de son bien, donner la gestion de son bien à une agence de gestion, l'avantage, c'est qu'on s'occupe de rien. Moi, par exemple, j'ai une agence de gestion, mes clients, ils s'occupent d'absolument rien, c'est nous qui nous occupons à chaque fois, pour les mises en location, de faire les annonces, d'étudier les dossiers des locataires, de faire les baux, de faire les états des lieux d'entrée, donc ça, c'est une première partie et la deuxième partie, ça va être toute la partie gestion, donc récupérer les loyers tous les mois, faire les relances des locataires, leur faire leur quittance et gérer si on a du SAV entre 2 locataires et gérer aussi tous les petits problèmes qu'on peut avoir. Un dégât des eaux, des locataires qui s'entendent pas bien et qui vont nous appeler pour se plaindre, un voisin qui fait trop de bruit. Toutes les, on va dire, les petites nuisances qu'on va pouvoir avoir qui vont être gérées par l'agence. Donc nous, en tant que propriétaires, bah, on a toute notre charge mentale liée à ça qui est, déléguée à l'agence et on n'en entend pas parler. L'inconvénient, bien évidemment, c'est que ça coûte de l'argent. C'est un pourcentage des loyers quand on a une agence qui s'occupe de nos biens. Mais dans le cadre du LMNP, on va dire que c'est presque transparent parce que du coup, on va pouvoir déduire ces charges-là dans notre LMNP. Donc du coup, bah, pendant plus d'années, je vais pouvoir amortir et déduire mes charges et donc ne pas payer d'impôts. Donc globalement, l'un dans l'autre, ça peut être intéressant. Sur la location nue, si jamais, je délègue à une agence, là, il y a moins de rotation, mais globalement, bah, il y a aussi toutes les contraintes qu'il y a, sur la gestion dont j'en ai parlé. Donc il y a peut-être pas de mise en location, mais il y a toute la partie gestion avec les quittances, les appels de loyer, tout ce qui va se passer au niveau du syndic, les problèmes qui vont être gérés par l'agence et du coup, c'est un peu la même idée, moi, j'aime beaucoup poser les chiffres dans un investissement immobilier et c'est de se dire: «OK, bah, là, je pose les chiffres, je vais peut-être me faire un tableau avec de la location nue» et je me dis: «Bah, la location nue, je suis prête à le faire. Donc combien ça me coûterait si je délègue pas une agence, que je fais de la location nue par moi-même et quel va être l'impact sur ma fiscalité?» Et deuxième point, location meublée, bon, une rotation par an pour moi c'est trop, j'ai pas du tout envie de m'en occuper et puis les étudiants ça me saoule, j'ai pas envie, de devoir, gérer des étudiants. Donc du coup, bah, je vais le déléguer à une agence, je pose mes chiffres et je regarde ce que ça donne et est-ce que du coup c'est aussi intéressant? Est-ce que c'est moins intéressant? Est-ce que c'est plus intéressant? Et il y a pas de règle absolue parce qu'en fait, à chaque fois ça va dépendre du, secteur, ça va dépendre de l'appétence à la location meublée sur le secteur, des prix qu'on peut pratiquer. Moi je sais que sur mon secteur, on peut pratiquer des prix qui sont relativement élevés sur la location meublée. Sur des secteurs où il y a de l'encadrement des loyers, bah, peut-être que ça sera moins intéressant. Donc voilà, il y a plein de critères à prendre en compte et ce qui parle le plus, c'est de poser les chiffres, de poser ces chiffres dans son tableau et de regarder ce qui est le plus intéressant pour nous et par rapport aux contraintes qu'on a envie d'accepter ou pas. Mmh. Donc tu parles de poser les chiffres. Il y a, une règle en immobilier, qui est, assez générale où on dit que les bonnes affaires se font généralement à l'achat. Comment est-ce qu'on fait pour bien acheter au bon prix, et être gagnant, en fait, dès l'achat de son bien immobilier? Très bonne question aussi. Il faut savoir quels sont les prix du secteur où on achète. Quand on commence à vouloir faire un investissement locatif, on va déterminer du coup un périmètre et dans ce périmètre-là, il va falloir qu'on connaisse notre marché. Il y a une vraie étude de marché à faire pour savoir si, déjà il y a de la demande sur ce qu'on souhaite faire, mais aussi pour connaître les prix du secteur et pour pouvoir être capable de repérer une bonne affaire. Et donc repérer une bonne affaire, c'est acheter une affaire qui est inférieure au prix du marché, donc potentiellement qui va avoir des travaux et c'est une affaire où si j'ai fini mes travaux, si je revends le bien tout de suite, bah, je suis toujours inférieure au prix du marché de biens équivalents refaits à neuf. Donc c'est de cette manière-là que je vais devoir le faire. Donc allez voir il y a plein de sites qui permettent de regarder, les prix au mètre carré, sur les villes. Nous on utilise, pas mal, Meilleur Agent, pour, regarder les prix au mètre carré. Par exemple, on a aussi, toute la base de données notaire. On a, plein franchement il y a beaucoup d'endroits où on peut retrouver les prix au mètre carré. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le terrain parce qu'en fait, il faut se confronter au marché. Il faut aller, se confronter au terrain et regarder ce que c'est qu'un prix marché, regarder ce que c'est un prix inférieur au marché et regarder pourquoi aussi le prix il est inférieur au marché. Nous, par exemple, sur mon secteur, il y a un endroit de la ville où les prix sont toujours inférieurs au prix du marché. Mais en fait, on sait pourquoi. C'est parce que c'est dans une zone populaire où il y a 0 valorisation, sur 10 ans dans cet endroit. Donc en fait, il faut être sûr aussi que c'est pas
juste un prix marché qui est inférieur parce que la zone est un endroit où les prix sont inférieurs au prix du marché. Bien connaître son secteur par rapport à ça et du coup être sûr de plutôt aller chercher des anomalies de marché. Et enfin, ce qui est hyper important dans l'immobilier, pour trouver ces bonnes affaires, alors certes, on peut être abonné à tous les annonceurs, Le Bon Coin, Se Loger, tout ça, et mettre peut-être un critère de prix au mètre carré sur le secteur. Comme ça, dès qu'on a des prix au mètre carré qui sont inférieurs, on peut avoir une alerte. Mais il y a aussi son réseau qui a travaillé et c'est très important parce que le réseau va permettre d'avoir accès au off-market. Le off-market, c'est des annonces qui sont jamais publiées et qui vont être en direct avec soit les agences, soit les marchands de biens du secteur, et qui vont permettre souvent d'acheter en dessous des prix du marché. Parce qu'il faut se dire que quand il y a des bonnes affaires, bah, les agents, ils font d'abord travailler leur réseau parce que nous, en tant qu'agents immobiliers, de poser une annonce, de récupérer on va dire un nombre important de contacts pas forcément qualifiés, c'est moins intéressant que d'abord faire appel à notre base de données de personnes qualifiées qu'on connaît déjà et donc du coup, envoyer d'abord en off-market et donc ces coûts-là qu'on va économiser, bah, peut-être que les meilleures opérations, on va d'abord les envoyer à notre réseau et donc le rôle d'un investisseur, c'est de faire partie de ce réseau-là pour pouvoir avoir accès à ces bonnes affaires. Mmh. Et donc si je suis un investisseur, particulier, comment Ouais. est-ce que je peux moi-même, développer mon réseau, et profiter de biens, off market? Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode des visites, donc aller visiter des choses qui nous paraissent pas forcément intéressantes à 100 au début, mais d'aller visiter, lors des visites, sympathiser avec la personne qui nous fait visiter, lui parler de notre projet et peut-être qu'elle, ça va lui faire penser à un autre bien qu'elle va rentrer ou qu'elle va, ou à un autre bien qui potentiellement peut nous intéresser, qu'on n'avait pas pensé. Le porte-à-porte des agences, redonner de l'humain à tout ça, voilà, sortir un peu de chez soi et aller, bah, se présenter auprès des agences, dire que voilà, on a, déterminé notre budget, déterminé un secteur et qu'on cherche des biens dans ce coin-là. Est-ce qu'ils peuvent prendre nos coordonnées et nous appeler s'ils ont quelque chose ou même est-ce qu'ils ont quelque chose aujourd'hui, à nous donner? Et globalement, heu, c'est tout. Enfin, c'est et après moi, ce qu'on a, c'est qu'on a une base de données. Donc quand vous avez un contact agent immobilier qui est sympa, qui a l'air professionnel, mettez-le dans votre base de données. Le jour où vous êtes en recherche, si jamais vous êtes, multi-investisseur et à chaque fois que vous êtes en recherche, bah, vous pouvez refaire appel à ces mêmes personnes qui sont des personnes qualifiées. Ou alors s'il y a rien au moment où vous cherchez qui correspond à votre recherche, bah, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, refaire un petit mail à votre base de données, rappeler les personnes avec qui, vous avez été en contact pour pas qu'ils vous oublient. En fait, c'est comme dans le commerce, hein, c'est exactement la même chose. Je suis investisseur, si je veux pas qu'on m'oublie et que je veux pouvoir avoir accès à, du off market, bah, faut qu'on pense à moi et pour penser à moi, bah, faut que je rappelle régulièrement les personnes qui peuvent penser à moi. Et OK. après, il y a plein d'événements, immobiliers, en général dans les villes moyennes et les grandes villes où on peut aller se balader aussi en tant qu'investisseur pour faire des bonnes rencontres. Mmh. Et donc, admettons que j'ai trouvé un bien, qui m'intéresse, j'ai envie de faire une offre, sur ce bien-là puisqu'il coche, les critères que je me suis fixés. Hem, on a vu qu'il y a eu, un le nombre de transactions, immobilières, a fortement chuté, par rapport au pic qui était, supérieur à 1 000 000 en 2021 de mémoire et qui maintenant est bien inférieur. Comment est-ce qu'on fait pour, négocier, par exemple, on s'est fixé, un montant, qui nous semble intéressant et pertinent pour un bien immobilier. Comment est-ce qu'on négocie avec, le vendeur pour, réaliser, une bonne affaire à l'achat? Moi, je trouve que dans le cadre de l'investissement, c'est hyper simple de négocier parce qu'en fait, on parle de chiffres. Donc en fait, c'est très facile, c'est mon objectif, c'est, d'avoir une rentabilité de X. Bah, pour avoir cette rentabilité avec cet appartement, il faut que je sois à X. Tout simplement et en fait, rien que ça, en fait, rien n'est contestable puisque on parle d'une rentabilité, on parle de chiffres et donc bah, c'est pas, «Ah bah, j'aurais aimé que, ça la pièce de vie soit exposée sud, et pas nord», enfin, en fait, on s'en fiche, quoi. On est là pour faire un investissement locatif et donc en tant qu'investisseur, notre seul critère doit être: «Est-ce que j'achète bien? Est-ce que je pourrais bien revendre? Est-ce que je pourrais bien louer?» C'est tout et à partir du moment où ça correspond à ces critères, bah, il faut y aller. Donc moi, je trouve que la négociation du prix doit être faite par rapport à ça
Et il ne faut pas avoir de limite. Il ne faut pas avoir de limite personnelle parce que moi, j'ai vu des négociations encore dernièrement de 70 000 €, de 80 000 € sur des gros budgets. Et on n'est plus du tout dans le marché justement où on avait des taux qui étaient bas, où on avait 10 offres dans la minute. Là, ce n'est pas du tout le cas. On peut justement aller chercher des grosses négociations et les tenter. Donc ce qu'il faut, c'est tenter ces négociations. Après, bien évidemment, on peut échanger avec l'agent immobilier, lui dire que potentiellement, s'il n'est pas prêt à baisser son prix, peut-être que c'est lui qui peut refaire, je sais pas, la salle de bain ou changer des fenêtres, négocier d'autres choses pour aller gagner ailleurs. Mais pour moi, le critère prix, c'est la base. C'est voilà, je suis investisseur immobilier, moi je cherche une rentabilité de X euros, je souhaite du coup vous faire une offre à tel prix et après c'est le jeu de la patience. Nous, là, le dernier achat qu'on a fait, la première offre, on a dû la faire, je pense, en juillet et on a eu du coup le retour, donc là c'est un bien qui est encore en travaux, on a eu le retour en décembre et en fait, on a eu une offre qui a été refusée. On a fait une contre-offre et elle a été refusée, ils nous ont fait une contre-offre plus chère. On a dit: «Bah non, nous ça nous intéresse pas, ça rentre pas dans notre calcul». Ils sont revenus vers nous 5 mois après, parce qu'ils avaient toujours pas vendu le bien et donc là, on leur a dit: «Bah là d'accord, mais par contre c'est pas au prix que vous nous avez demandé, il y a 6 mois, mais là c'est 20 000 € en dessous». Et c'est le jeu de la patience. En fait, si on est investisseur, on n'est pas pressé. On n'a pas de coup de cœur parce qu'on est investisseur. Donc en fait, si ça passe bien là, ça sera le bien d'après. Donc autant y aller, tenter notre négociation. Si ça passe pas, tant pis, on va chercher un autre bien. Et si ça passe, tant mieux. Il faut rester focus objectif. Et il n'y a pas d'histoire d'ego, de ah mais on est marchand de tapis, on négocie 2 000 €. Non, si ça colle pas à ton objectif, bah t'y vas pas en fait. Et tu cherches le bien suivant. C'est vrai que c'est, comme tu dis, l'avantage de l'investissement, locatif, c'est qu'on met de côté le coup de cœur, qu'on pourrait avoir, par exemple, pour une résidence principale C'est où là, ça. on se projette, dans l'appartement ou la maison, qu'on pourrait acheter. Là, c'est vraiment, que des chiffres, et si jamais, dans 10 ans, on peut pas revendre le bien, au prix, qu'on avait anticipé, avant, bah, c'est sûr qu'il vaut mieux bien négocier à l'achat et être sûr de soi. Exactement. Donc une fois que l'offre est acceptée, après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va rédiger, le compromis, on va essayer d'avoir une offre de prêt. Comment est-ce qu'on négocie avec sa banque pour avoir la meilleure offre de prêt? Et quels sont les facteurs, les plus importants, à négocier? Alors, déjà, comment on négocie avec sa banque? C'est, souvent, on a la peur du banquier quand on est investisseur. Parce que justement, on sait que potentiellement, il peut nous dire non. Et ça fait peur. Donc déjà, il faut savoir que la banque, bah, elle a des critères pour définir si on est une personne qui va avoir beaucoup de points ou pas beaucoup de points et donc du coup, on a un espèce de scoring en fait et donc du coup, elle va être amenée à, pouvoir, financer ou pas un projet. Donc ça, c'est les premières choses. Donc ça, c'est la base, c'est est-ce que déjà je suis jeune ou est-ce que, j'ai 75 ans et donc forcément la banque, va avoir, plus de mal à me financer à 75 ans qu'à 20 ans. Combien je gagne? Combien je mets d'argent de côté? Quel est mon taux d'endettement? Enfin voilà, des choses, on va dire assez basiques, et combien j'ai d'apport? Combien j'ai d'apport et combien, j'ai, d'argent en épargne? Donc déjà, on sait, nous, si on a déjà un bon profil. Donc on sait si on va avoir 50 banques qui vont nous financer parce qu'elles rêvent toutes de nous avoir comme clients ou si on a déjà, 40 d'endettement et que ça va être la guerre et qu'on va devoir trouver la seule banque qui va vouloir nous financer. Si jamais je suis dans la partie numéro 1, j'ai plein de banques qui vont me financer parce que j'ai un super dossier. Tant mieux. Donc là, je vais pouvoir négocier. Je suis le roi. Je vais être, on va dire, les banques vont vouloir de moi, donc du coup, je vais pouvoir aller chercher des négociations. Je peux négocier mon taux, bien évidemment, c'est la base. Négocier, mon assurance aussi. Est-ce que je prends mon assurance à la banque ou pas pour mon prêt? Parce que souvent les assurances, de prêt à la banque sont bien plus chères que des assurances externes. Négocier, tout ce qui va être différé, donc différé de prêt, ça va être, qu'on peut avoir du différé partiel ou du différé total. Différé total, c'est je ne paye rien du tout pendant un certain temps, je ne rembourse rien, ce qui va permettre, moi, de mon côté, de faire mes travaux sans avoir à payer, par exemple, des mensualités ou même de commencer à encaisser mes premiers loyers sans avoir de mensualité. Ou différé partiel, où là, je rembourse uniquement les intérêts et je ne rembourse pas encore de capital. Pareil, en tant qu'investisseur, ça peut être intéressant de me reconstituer une trésorerie avec ça.
On va avoir aussi des banques qui vont vouloir domicilier nos revenus. Donc, voilà, voir si on a envie, de domicilier ou non ces revenus. Moi, c'est déjà des choses que j'ai refusées, par exemple, avec des banques. Hem Et il faut savoir aussi que quand on va voir un banquier, alors sauf si on a un profil super et que du coup la banque est prête à nous dire oui à tout, souvent on va avoir des contreparties. Donc d'un côté, je vais peut-être négocier un différé de prêt et un taux plus avantageux, mais de l'autre côté, va peut-être falloir que je prenne mon assurance habitation chez mon banquier pour lui faire plaisir ou lui, mettre, de l'argent sur une assurance vie ou de l'argent, sur, un compte ou domicilier mes revenus. Faut se dire que ça reste une négociation et que le banquier, c'est un commercial. Donc lui, il a des choses à vendre et il va pas juste tout vous donner, sauf s'il a vraiment envie de vous récupérer comme client, sans contrepartie. Donc vous, il faut savoir de votre côté, est-ce que vous êtes prêt à négocier, est-ce que vous êtes pas prêt à négocier? Il y a aussi les frais de dossier, donc frais de dossier bancaire, frais de dossier, pour, tout ce qui va être garantie, hypothèque, qui peuvent être négociés. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut négocier et quand du coup on est dans l'option numéro 2, donc j'ai déjà 50 ou 40 de taux d'endettement, je sais que ça va être compliqué de trouver mon financement. Là, j'y vais pas armée de la même manière. Là, j'y vais avec un vrai dossier bancaire béton, avec un business plan pour montrer à mon banquier que je suis quelqu'un de sérieux et professionnel et que du coup, mon investissement, bah, il va non seulement, bah, je vais aller au bout de cet investissement et il va pas prendre de risques avec moi. Il faut vraiment rassurer le banquier. Mais du coup, c'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir des meilleurs taux. Si plus il est rassuré et plus il va dans notre sens et plus on sera amené à pouvoir négocier des choses avec le banquier. Mmh. Donc, tu parlais de l'ensemble des choses qu'on peut négocier. C'est vrai qu'on a tendance par moment à se focaliser sur le taux, mais Mmh. comme tu l'expliques, il y a énormément d'autres choses, sur lesquelles on peut jouer. Il y a aussi un des facteurs qui est la durée d'emprunt. Oui, bien sûr. Pour toi, quelle est la meilleure durée, pour, emprunter dans le cadre d'un investissement locatif et comment choisir, sa durée? Alors, c'est toujours pareil, ça va dépendre de la personne. Si je suis jeune et que moi, pour moi, c'est difficile de faire un effort d'épargne tous les mois parce que, bah, justement, je suis encore jeune, je gagne pas très bien ma vie, c'est mon premier investissement locatif. Moi, clairement, si je peux aller chercher le cash flow positif ou en tout cas être à l'autofinancement, bah, tant mieux pour moi. Donc pour ça, il va falloir prendre la mensualité la plus longue possible, en tout cas avoir, un prêt sur la plus longue durée possible pour avoir les mensualités les plus basses possibles. Donc là, je vais aller chercher du 25 ans, par exemple. 25 ans, 20 ans maximum pour avoir une mensualité qui soit basse. Au contraire, je suis une personne qui gagne, je sais pas, 4 000 € par mois, il me reste un restant à vivre de 2 500 € par mois. Bon, bah, sur mes 2 500 € par mois, peut-être que j'accepte de faire un effort d'épargne important, de 500 ou 1 000 € par mois dans mon investissement IMO et du coup, aller chercher le meilleur taux possible pour avoir on va dire, payer le moins d'intérêts possible et rendre mon opération la plus rentable possible. Donc là, je vais aller chercher peut-être du 10 ans, du 15 ans, mais parce que j'ai une vraie stratégie de me dire: «Pendant cette période-là, je gagne beaucoup d'argent, donc je place cet argent qui ne me sert à rien et donc du coup, je vais pouvoir, rapidement rembourser mon prêt et peut-être revendre pour récupérer tout cet argent et faire un plus gros investissement, et récupérer du coup, au final, plus d'argent que si j'ai emprunté sur 25 ans». Mais ça va dépendre aussi de l'âge, des personnes. En général, les banquiers, ils vont pouvoir nous prêter sur 25 ans. Plus on est jeune et plus on va pouvoir emprunter sur du long terme et plus on est âgé et plus en général, on va avoir, des prêts sur, 15 ans ou max 20 ans. Mmh. Voilà. Et donc heu, tu effectivement, c'est jamais, binaire oui ou non, il faut Bah oui, partir ça sur, dépend toujours. 10 ou 20 ou 25 ans. Exactement. Hem, il y a certaines personnes donc, dont on parlait, précédemment, qui vont commencer par de l'investissement locatif parce qu'ils habitent dans une grande ville et que c'est pas rentable pour eux d'acheter leur résidence principale. Comment est-ce qu'on gère sa capacité d'endettement pour ne pas être bloqué par la suite, si on veut acheter sa résidence principale après avoir fait un ou 2 investissements locatifs? Encore une fois, une très bonne question. Donc là, effectivement, la durée du prêt va jouer puisqu'en fait, dans la méthode de calcul du banquier, pour avoir une capacité d'emprunt pour avoir, un taux d'endettement le plus faible possible, il faut que ma mensualité soit la plus faible possible. Donc ça c'est déjà un critère. Ensuite, chaque banque a sa méthode pour calculer un taux d'endettement. J'ai, un exemple très concret.
J'ai, une amie qui est en train d'acheter une amie investisseuse qui est en train d'acheter sa résidence principale. Dans une banque, ils ont décidé de prendre en compte tous ses revenus locatifs et donc du coup de les intégrer à son revenu et donc ce qui fait qu'elle a un taux d'endettement inférieur aux 35. Et dans la banque d'à côté, ils calculent pas de la même manière les revenus locatifs et donc du coup, elle a un taux d'endettement de 60. La différence est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, vraiment, ce que je veux faire, c'est investir dans l'immobilier, j'ai pas encore de projet concret de résidence principale et je suis prêt à me battre et aller voir 15 banques s'il faut, voire plus, pour trouver mon financement, alors là, on y va en mode: ma priorité, c'est d'investir. La résidence principale, je me débrouillerai ou au pire, je revendrai parce que du coup, c'est pas un projet, que j'ai tout de suite et du coup, j'aurais peut-être le temps déjà de capitaliser et revendre pour, rentrer dans les critères de la banque. Si jamais, à l'inverse, votre projet résidence principale, il est hyper concret, vous savez que c'est dans 1 an, prenez pas de risques. Allez d'abord sur votre résidence principale, investissez ailleurs l'argent que vous avez, peut-être sur de la bourse ou sur, du crowdfunding ou quelque chose, où votre argent il va être plus liquide que sur, un investissement immobilier. Allez chercher votre prêt pour votre résidence principale et ensuite investissez dans l'IMO. Ça va vraiment être une question de temporalité dans vos projets personnels et aussi de votre appétence au risque, encore une fois. Parce que moi, je suis investisseuse et je suis joueuse. Donc aujourd'hui, moi, je continue d'investir dans l'immobilier. J'ai pas ma résidence principale, je vais devoir aller l'acheter l'année prochaine. Je sais que je vais galérer un peu plus, mais je suis prête à aller voir le nombre de banques qu'il faut pour aller trouver mon financement. Si vous, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'avez pas envie de consacrer ce temps-là, vous avez envie de rester dans votre, sécurité, restez inférieur aux 35. Calculez toujours, à chaque fois que vous faites un à combien vous en êtes. Restez sur des choses les plus sécuritaires possibles, en termes d'enveloppe, et comme ça, vous serez tranquille et vous pourrez, dormir, sereinement, la nuit pour ensuite acheter votre résidence principale. Hem, donc à l'époque où les taux étaient, plus bas, il y a eu beaucoup de gourous de l'immobilier qui sont apparus, sur les réseaux sociaux, hem, faisant la promotion du cash flow comme quoi, en investissement dans l'immobilier, en générant du cash flow, on pouvait quitter son travail et vivre de ses investissements locatifs. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour quelqu'un, qui serait prêt à prendre beaucoup de risques, dans l'immobilier? Est-ce que c'est possible réellement d'enchaîner, les opérations, quand on est, salarié, avec toutes les règles sur la capacité d'endettement qu'on connaît? Moi, j'ai autour de moi, je connais 5 personnes qui vivent de l'immobilier. Donc oui, c'est possible. Clairement, c'est possible. Par contre, les 5 personnes que je connais autour de moi, c'est pas monsieur et madame tout le monde. C'est des personnes qui ont consacré énormément de temps et d'énergie à leur investissement immobilier. C'est des personnes qui font de la location courte durée, par exemple, et qui n'ont pas de conciergerie et qui gèrent eux-mêmes pour aller chercher le maximum de cash. En fait, ça devient une activité, hein. C'est à la fois se dire: «Je vis de mes revenus locatifs», mais c'est pas sans contrepartie. La location, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, c'est un travail, hein, la preuve, quand on est une agence immobilière, c'est notre travail de faire ça. Donc ça existe, c'est pas sans contrepartie. Faut pas rêver, ça met du temps avant d'arriver à un Christopher Van Gun, qui peut, voyager à l'autre bout du monde et tout est géré et c'est parfait. Il faut un certain nombre d'investissements pour pouvoir arriver à faire ça et il faut aussi avoir effectivement, comme tu l'as dit, avoir, pris du risque dans son investissement et que ça ait fonctionné. Parce qu'on oublie que quand on prend du risque, ça peut aussi ne pas fonctionner et du coup, il y a une part de chance, alors et on peut toujours, aller, on va dire, diminuer, le risque dans un investissement risqué. Mais il y a quand même une part de chance de se dire: «Bah, il faut que tout soit aligné quoi, que les planètes soient alignées pour que tout fonctionne bien et qu'il y ait pas, quelque chose qui fait que mon investissement ne fonctionne plus». Donc c'est possible, ça demande du temps, ça demande de prendre du risque, et c'est long. C'est pas en un jour, c'est pas en un seul investissement qu'on vit de l'immobilier. Surtout en ce moment, effectivement, quand on avait des taux qui étaient très bas, qu'on pouvait faire du cash flow, c'était peut-être plus facile parce que du coup, j'avais un cash flow de 500 € sur un bien, un cash flow de 500 € sur un autre bien, un cash flow de 500 € sur le troisième. J'arrivais très vite à 1 500-2 000 € de, revenus locatifs, en cash flow positif et du coup, ça pouvait bien s'enchaîner et en plus, les calculs des banques ont changé entre-temps. Avant, on était sur un calcul différentiel. Aujourd'hui, on n'est plus sur les mêmes calculs. Donc effectivement, les taux d'endettement sont compliqués. Moi, aujourd'hui,
mon taux d'endettement, il est au-dessus des 35. Par contre, je continue d'investir dans l'immobilier parce que je suis passée du coup déjà sur des formats société, je n'investis plus en nom propre, j'investis en société, donc du coup, au niveau des banques, c'est pas calculé tout à fait de la même manière et en plus, j'utilise les techniques que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire que j'y vais avec un business plan, j'y vais en tant que chef d'entreprise dans l'immobilier certes, mais en tant que chef d'entreprise qui vient défendre un projet immobilier de manière professionnelle et donc je vais montrer aux banquiers que c'est quelque chose de rassurant. Ce qui me permet d'enchaîner, mais aujourd'hui, tu l'as dit, si on veut du cash flow, il faut prendre du risque et donc du coup, il faut être sûr que ça soit dans notre stratégie d'aller chercher du risque et d'être prêt à assumer les conséquences de tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, pour aller prendre du risque, il faut qu'on ait plus d'argent de côté que, avant, puisque du coup les mensualités coûtent plus cher qu'avant. Donc c'est peut-être ça de se dire: «Si jamais je veux vraiment me lancer, peut-être se faire un petit trésor de guerre d'abord, avant, de se lancer, corps et âme». Ou alors de se dire: «Bah, de toute façon, je suis prêt à tout perdre et tant pis, je mets all-in et au pire, je reviens à la case départ». Mais, c'est vraiment son appétence au risque qui va déterminer ça et pour te répondre, oui, pour moi, c'est possible. C'est juste une histoire de volonté, de temps à consacrer et de risques qu'on est prêt à prendre pour, aller dans l'immobilier. Mais ceux qui viennent me voir pour faire du clé en main et qui veulent vivre de l'immobilier, ils rêvent parce qu'on peut pas ne rien faire et heu et après, vivre de l'immobilier ou alors, ça prendra beaucoup plus de temps. Tu parlais d'investissement, immobilier en société. Oui. Hem, donc tu le disais, le calcul, de l'endettement, est différent. À partir de quel moment, pour un particulier, est-ce que ça peut être, intéressant de basculer, de l'investissement en nom propre à de l'investissement, en société? C'est intéressant en tant que particulier, quand on passe donc déjà quand on fait de l'investissement meublé, on est en statut LMNP, loueur meublé non professionnel à partir du moment où nos revenus, du locatif ne dépassent pas nos revenus du travail. Quand je passe en loueur meublé professionnel, là, du coup, c'est que j'ai beaucoup de revenus locatifs et donc du coup, là, il y a d'autres choses qui rentrent dans la balance. Je vais avoir de l'URSSAF à payer, je vais avoir, plus, d'impositions à payer et donc du coup, peut-être que c'est moins rentable de rester en nom propre. Idem, quand je commence à avoir du mal à trouver un financement auprès des banques parce que, quand je suis un particulier, mon conseiller bancaire est un conseiller pour les particuliers. C'est quelqu'un qui ne parle pas finance. C'est quelqu'un qui va, être très bien pour, nous conseiller sur une résidence principale. Par contre, c'est pas quelqu'un qui est à l'aise avec des chiffres, avec un business plan, parce que c'est pas du tout son travail. Donc ça veut dire que si je veux pouvoir aller parler à un interlocuteur bancaire qui comprend un business plan, ça veut dire que je vais voir un interlocuteur bancaire professionnel. Et donc du coup, c'est là aussi où je vais faire la bascule, c'est que, si je veux pouvoir défendre mon dossier avec quelqu'un qui comprend ce que je lui dis, bah, du coup, je vais aller sur du professionnel. Donc le premier critère, moi ce que je trouve important, c'est de commencer toujours en nom propre parce que, bah, il y a beaucoup moins de charges. Je vais pas avoir de charges de structure à payer parce que ça coûte cher de créer une société. Je vais avoir des charges en termes de comptabilité qui sont bien moins importantes, sur du nom propre que sur une société et surtout, mon argent, c'est le mien. L'argent, quand j'achète en nom propre, si j'ai du cash flow positif ou même si je revends, je récupère cet argent, j'en fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin de le sortir d'une société et de devoir payer des impôts supplémentaires. Si j'investis en société, l'argent, ce n'est pas le mien, c'est celui de la société. Donc si je veux le sortir, bah, je dois soit payer la flat tax, donc avoir une imposition de 30 pour pouvoir utiliser cet argent, ou me rémunérer si ça devient mon activité principale, de faire de l'immobilier, de me rémunérer en salaire. Et c'est pareil, là, je vais devoir payer de l'URSSAF, tout ça. Donc les critères, c'est, bah, mon taux d'endettement. Si, je suis quelqu'un qui gagne très bien ma vie et que mon taux d'endettement avec les investissements immobiliers, je suis tranquille, bah, je peux y aller. Idem, du coup, je suis en LMNP pendant longtemps et donc du coup, pas de souci. Si là, je commence vraiment à me professionnaliser et que, je souhaite, enchaîner les investissements, en faire un ou 2 par an, pas juste, 1 ou 2 investissements, et m'arrêter là. Là, ça vaut le coup de créer une structure et du coup de se professionnaliser parce que du coup, je vais pouvoir aller continuer à lever de la dette plus facilement en société qu'en nom propre. D'accord, très clair. Donc on a abordé un petit peu le statut, LMNP, donc loueur meublé non professionnel. Oui. Donc pour revenir un petit peu sur, l'actualité,
Donc il y a plusieurs réformes, qui sont en cours de discussion. Donc tu parlais, précédemment, de l'avantage du LMNP qui était, de bénéficier d'un amortissement du bien, ce qui permettait de faire baisser les recettes imposables, liées au loyer. C'est ça. Hem, donc quel est là, on voit qu'il y a eu une réforme, fiscale, qui est en cours sur ce statut-là. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus et nous donner, et bien, les implications, pour, quelqu'un qui exploite son bien, sous le statut LMNP? Oui. Alors aujourd'hui, donc déjà, il faut savoir que chaque année, au moment de la loi finances, il est très courant que le LMNP soit remis en question et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment eu de réforme sur le LMNP. Donc là, il y a des choses qui sont quand même bien avancées cette année par rapport aux années précédentes. Cependant, ça touche principalement les personnes qui vont faire de la location courte durée. Où là, elles vont avoir un vrai impact. Il y a beaucoup de choses, qui ont été décidées, pour, mettre des contraintes supplémentaires sur les personnes qui font de la location courte durée. Et donc, là, ça vaut le coup vraiment de se poser la question par rapport à ces contraintes-là. Donc notamment ce qu'ils sont en train de se dire, parce qu'il y a rien qui est décidé à l'heure d'aujourd'hui. On attend encore que ça passe au niveau du Sénat pour être sûr de ce qui va être appliqué. Et l'année dernière, on a même eu des blagues jusqu'à janvier où il y a des choses qui ont été votées qui ne devaient pas être votées, enfin bref. Globalement, ce qu'il est dit, c'est qu'au niveau de la location courte durée, on va devoir demander des autorisations, on va pouvoir avoir des interdictions, dans certaines villes, de faire de la location courte durée. L'autorisation sera systématique et on aura une imposition qui sera renforcée, sur, le statut, loueur meublé, en courte durée. Sur de la location meublée, non en courte durée, mais traditionnelle, là, le seul impact qu'on a aujourd'hui dans ce qui est dit, ça va être sur, la réintégration de l'amortissement au moment de la vente. Donc globalement, pour faire simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en LMNP, ce qui se passe, c'est quand je revends mon bien, je suis, assujettie à la taxe sur la plus-value, à la d'après les mêmes critères que n'importe quel particulier. Donc ça veut dire que je vais amortir mon bien, je vais amortir mon bien, pendant un certain nombre d'années et en fait, cet amortissement n'est pas pris en compte dans la revente de mon bien. Du coup, bah, je vais pouvoir, revendre sur, le prix, que j'ai acheté, non amorti. Là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est en train d'être dit, c'est que du coup, on va réintégrer l'amortissement et donc du coup, le calcul sur la plus-value sera bien, moins intéressant et donc on aura une taxe sur la plus-value qui sera plus importante. Comment je fais pour contrer ça? Je garde mon bien plus longtemps et du coup, comme ça, bah, j'ai ma taxe sur la plus-value qui est, diminuée, voire nulle, si je garde, suffisamment de temps mon bien. Donc, on va dire que c'est un peu embêtant, mais au final, c'est pas si embêtant que ça et ça a du sens parce qu'au final, c'est ce qui est pratiqué quand j'achète en société. Si j'achète en SCI, au moment où je revends, bah, mon calcul, de l'amortissement est bien réintégré dans le calcul de la plus-value et en fait, ça a du sens parce qu'en fait, là, on gagnait des 2 côtés et très bien, tant mieux pour nous et pour tous ceux qui en ont profité. Mais, voilà et après, ce qui est en train de se dire aussi, c'est dans quelle durée ça va être fait. Est-ce que ça sera tout de suite sur l'année 2025? Est-ce que ça va être, un petit peu plus tard? Est-ce qu'on aura 1 an, 2 ans, 3 ans pour pouvoir, le refaire? Et après, j'en ai pas parlé parce que je trouve pas forcément ça intéressant de le faire, mais il faut quand même, le savoir. Donc aujourd'hui, quand on est sur du LMNP, on a 2 choses. On a soit le micro-BIC, soit, le BIC traditionnel. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des bénéfices industriels et commerciaux. Quand je suis en micro-BIC, je vais, avoir un abattement sur mes impôts. Qui est déterminé par l'État et donc du coup, là, aujourd'hui, cet abattement, pour la location courte durée, est, moins intéressant, alors que, sur, la location longue durée aujourd'hui, ils n'ont pas décidé de le changer. Mais pourquoi j'en ai pas parlé? C'est parce qu'en fait, pour moi, c'est tellement évident qu'il faut se mettre en réel, parce qu'en fait, quand on est au réel, donc du coup, on n'est pas au micro, mais on est au BIC au réel, on va pouvoir justement bénéficier de tout cet amortissement et déduire toutes ces charges et donc du coup, ne pas du tout payer d'impôts versus, je paye des impôts et j'ai un abattement sur mes impôts. Donc du coup, j'en ai pas parlé parce que pour moi, ça ne change rien, parce qu'il faut se mettre au réel parce que, c'est sauf dans, on va dire, dans
très, très, très peu de cas où c'est moins intéressant de prendre un comptable. Dans la plupart des cas, il vaut mieux prendre un comptable, payer ses 250 € de comptable, 300 € à l'année et pouvoir, ne pas payer d'impôts en contrepartie parce on amortit son bien. Mmh. Voilà, j'espère avoir été claire. Très clair. Donc, pour continuer sur le régime, au réel du Oui, LMNP, donc on peut, déduire les frais réels liés notamment à l'amortissement, les frais de notaire, les frais d'agence si on en a, et oui. tout un tas de frais. En moyenne, donc ce qui permet d'avoir une assiette imposable, nulle pendant les premières années. Ça dure Mmh. combien de temps en moyenne, ce fait de ne pas payer d'impôts? Et à partir du moment où on commence à payer de l'impôt, quelle stratégie est-ce qu'il faut avoir? Alors, plus mon bien est rentable et moins ça va durer longtemps. Mais c'est logique, parce qu'au final, plus mon bien est rentable et plus du coup je vais gagner de l'argent et donc du coup, plus vite je vais amortir et donc du coup, je vais plus vite arriver à l'imposition. Donc si je fais un investissement patrimonial, ça peut durer super longtemps, ça peut durer 15 ans, 20 ans, alors peut-être pas 20 ans, mais franchement si on fait un patrimonial, on peut peut-être y arriver. Mais on va dire, on peut arriver facilement à 10 ans, 15 ans. Si mon investissement il est rentable, très rentable, ça peut peut-être durer 3 ans, 4 ans, 5 ans et donc au moment où j'arrive à la fiscalité, j'arbitre. Je regarde, je vais faire une capture sur mon investissement. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Combien je rentre d'argent? Combien je vais sortir d'argent maintenant que j'ai fini d'amortir avec, les impôts que je vais devoir payer sur mon bien? Est-ce que ça vaut le coup de revendre tout de suite? Est-ce que j'ai acheté dans un marché qui était bas et le marché, il a déjà pris de la valeur et ça vaut le coup et je me fais déjà de la plus-value et donc du coup, bah, grâce à cette plus-value, je vais pouvoir revendre, récupérer de l'argent et faire un plus gros investissement et du coup refaire un LMNP, par exemple? Ou est-ce que c'est pas intéressant de revendre à ce moment-là? Il vaut mieux que, je paye un peu des impôts pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, que je refasse un arbitrage tous les ans sur mon patrimoine et qu'au moment où ça devient intéressant, je revende. Sachant que, si on est dans ce cas de figure où on a amorti très, très vite, bah, ça veut dire qu'on gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Donc logiquement, si on gagne beaucoup, beaucoup d'argent, bah, c'est pas non plus un problème de payer un peu d'impôt sur, l'argent qu'on rentre sur, notre investissement. Et au contraire, quand j'ai amorti, que j'ai mis du temps à amortir, en général, bah, le marché a déjà pris de la valeur et donc du coup là, clairement, on se pose un peu moins de questions. En général, ça vaut le coup de revendre à ce moment-là. Si j'ai amorti, au bout de 10 ans, en général, mon bien, il a pris de la valeur. Je revends au bout de 10 ans et du coup, je récupère ma mise et je refais un LMNP. Mmh. Donc c'est vraiment, exploiter au maximum, le bénéfice fiscal et après, regarder la situation à un instant T et puis, potentiellement arbitrer vers, un nouveau bien, selon, la C'est ça, situation. exactement. Hem, il y avait, autre chose dont j'avais envie de parler, donc l'immobilier, on le comprend bien, suite à notre discussion, c'est que c'est, souvent vendu comme quelque chose de très passif, mais en réalité, ça l'est un petit peu moins parce que, il y a quand même énormément de choses à faire, du moins, pour la mise en place, d'un investissement. Il y a, d'autres solutions pour investir dans l'immobilier comme par exemple les SCPI. Quel est toi ton avis sur, la pierre papier et les avantages, inconvénients que ça peut présenter par rapport à de l'investissement locatif, traditionnel? Oui, je peux t'en parler, sachant que moi, je n'en fais pas de la pierre papier parce que j'aime, beaucoup trop la pierre, pour faire de la pierre papier. Alors, l'avantage, c'est effectivement qu'on a un énorme gain de temps, hein, quand on investit en pierre papier. C'est en gros la bourse de l'immobilier. Donc, en gros, je mets de l'argent, mon ça va travailler et en plus je vais diversifier mon risque parce que, je vais pas investir dans un seul bien, mais je vais investir dans une multitude de biens qui peut même mélanger du local commercial, de l'habitation, des locals professionnels, enfin bref, de l'industrie. On peut avoir, une diversité, dans son investissement et donc du coup, plus c'est diversifié et au final, moins mon risque est important. Par exemple, j'achète un appartement, mon appartement, il brûle, bah, j'ai plus rien. J'achète, en SCPI, bah, j'ai acheté dans énormément de biens, avec mon placement en SCPI, même s'il y a un appartement qui brûle, il y aura pas un impact qui sera énorme pour moi.
Donc ça, c'est l'avantage, c'est de diversifier le risque et c'est de ne rien avoir à faire. L'inconvénient, c'est que selon moi, il faut avoir une somme importante, déjà pour que ça soit intéressant, à pouvoir placer en SCPI. Donc ça veut dire que soit j'ai déjà beaucoup d'argent de côté et je vais pouvoir le placer en SCPI, soit il va falloir que j'aille voir ma banque. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher un financement pour de la SCPI que pour de l'investissement locatif. Parce que, la banque, bah, c'est un peu moins liquide si jamais, on doit récupérer. Si, je veux revendre, je peux avoir, des contraintes à la revente, en fonction du contrat. C'est pas forcément liquide, de revendre, en SCPI donc il en fonction des contrats, c'est plus ou moins liquide et je peux avoir aussi des grosses charges liées à ceux qui exploitent la SCPI et qui du coup prennent une grosse marge sur les rentabilités. Voilà, donc moi je connais des personnes par exemple qui, ont eu une vie d'investisseurs, qui ont commencé par la pierre, parce que du coup ils sont allés chercher beaucoup plus de levier. Ils sont allés se faire cet argent, disponible et maintenant qu'ils ont beaucoup d'argent disponible grâce à leurs, multiples investissements, aujourd'hui ils placent cet argent en SCPI qui leur fait un revenu mensuel. Mais ils ont dû commencer d'abord par la pierre pour pouvoir arriver à ça parce que, le levier dans l'immobilier locatif est bien plus important en général que dans la SCPI. Cet effet de valorisation, le levier que je vais avoir avec la banque Mmh. et en général, avec la banque, on peut par exemple emprunter, sur 200 000 €, 300 000 €, 400 000 € pour un bien. En SCPI, en général, la si elle nous prête, ça va sûrement être plus pour du 50 000 € et donc du coup, l'effet de levier va être moindre. OK. Bon, c'était tout pour cette petite parenthèse sur, les SCPI. Donc pour revenir un petit peu plus à ce que toi tu fais, donc tu fais, de l'investissement locatif clé en main. Donc on a beaucoup parlé d'investissement locatif, tout au long de cet, échange. Hem, pour quel type de personnes est-ce que ça peut s'adresser, de déléguer entièrement son investissement locatif plutôt que de le réaliser par soi-même? Donc nous, les personnes qu'on accompagne sont des personnes qui n'ont pas le temps, pas envie ou pas les compétences d'investir dans l'immobilier et donc du coup, on va effectivement tout gérer à leur place. On va commencer par la stratégie, donc on va se poser autour de la table et se définir quelle est la stratégie, d'investissement immobilier. On va s'occuper de la chasse. L'avantage, bah, c'est que nous, on a déjà le réseau sur le secteur et donc du coup, on va être directement en lien avec les marchands de biens, les agences du secteur pour avoir accès au off market. Et puis, on a le temps parce que nous, bah, notre travail, c'est d'aller chasser, c'est d'aller trouver des biens et on ne doit pas attendre le week-end ou le soir tard après le travail pour pouvoir aller les chercher. On a l'habitude de voir des compromis, des actes authentiques, c'est des choses qui peuvent faire peur au début. Moi, je me rappelle de mon premier compromis, je me suis dit: «Mais c'est quoi ce truc qui fait 50 pages? Tous ces trucs, je comprends rien». C franchement, pour des personnes qui, achètent pour la première fois, on en a pas mal des personnes qui achètent pour la première fois et qui commencent par de l'invest. C'est rassurant d'avoir, un expert pour relire un compromis, s'assurer que tout est OK, s'assurer qu'on ne fait pas de bêtises, en achetant, le bien, d'avoir une parfaite connaissance du secteur et ensuite nous on gère les travaux. Ça pareil, c'est des choses qui peuvent faire peur, aux clients, des les travaux, bah, quand on achète un bien avec des travaux, souvent c'est qu'on fait affaire une bonne affaire parce qu'on va acheter moins cher en dessous des prix du marché justement. Par contre, bah, les travaux, ils vont pas se faire tout seuls. Même si on prend une société qui s'en occupe, il faut quand même passer sur le chantier, vérifier que la société, elle est sérieuse, qu'elle va pas s'en aller à l'autre bout du monde avec notre argent, parce qu'on en entend régulièrement. Je suis sûre que toutes les personnes autour de nous, on a toujours une histoire d'une personne qui a donné un acompte et que le gars, il est parti avec l'acompte. Donc nous, voilà, c'est notre travail d'avoir des experts à nos côtés et de pouvoir, bah, être en confiance sur la partie travaux et après, bah, on s'occupe, de la partie, photo, et mise en location, gestion locative, on va dire ça, c'est un peu plus traditionnel. Donc clairement nos clients, donc je vais avoir des clients qui n'ont pas le temps parce qu'ils ont des travaux qui sont très prenants, ou on va avoir même des clients qui habitent loin, à Paris ou même à l'autre bout du monde. J'ai un client, qui habite à Taïwan par exemple, ou même dans d'autres pays, Allemagne, autres et qui sont expatriés et qui vont faire appel à nous. Et je vais avoir des clients qui n'ont pas les compétences et n'ont pas du tout envie de se former en immobilier. Parce que tu en as parlé, on a eu, une période où il y a eu beaucoup de formations sur l'immobilier. Bah, voilà, ça prend du temps, donc en fait, il faut se former, il faut ensuite aller sur le terrain, il faut ensuite le faire. Donc du coup, bah,
Est-ce que j'ai envie de me former à l'immobilier? Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse? Et est-ce que je suis suffisamment en compétence pour ne pas faire de bêtises? À côté de ça, je fais du coaching, donc pour le coup, j'accompagne aussi des personnes qui le font par eux-mêmes et ils sont très contents aussi d'avoir un coach pour pouvoir s'assurer que, ils ne font pas de bêtises avec leur investissement. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, pas mal de critères à prendre en compte pour savoir, si, on est en mesure de le faire soi-même ou bien s'il est préférable de déléguer. C'est Heu ça. et pour terminer, peut-être à titre, plus personnel, donc, toi tu, parlais que tu investissais beaucoup dans l'immobilier, que ce soit, en nom propre, pour, tes débuts, maintenant, en société. Quelle est un peu ta stratégie d'investissement et quels sont tes objectifs, avec, l'immobilier? Alors ma stratégie d'investissement, pour le coup, aujourd'hui, je suis assez sécuritaire dans mes investissements. Alors je vais quand même chercher un petit peu de risque, je vais en parler. Donc mon premier investissement, c'était un T2, parce que c'était ma résidence principale et donc là, pour le coup, il est pas du tout optimisé. C'est-à-dire qu'en général, sur un T2, nous, on va plutôt aller chercher du 35-40 carrés maximum pour aller avoir, le ratio loyer et mètres carrés qui est, plus important. Moi, ma résidence principale, c'était un 57 carrés. Donc, si je fais mon ratio loyer, au mètre carré, c'est pas le meilleur investissement possible. Cependant, voilà, j'ai bénéficié des taux qui étaient hyper bas. En plus, c'était ma résidence principale. Donc, pendant un certain nombre d'années, j'ai pas payé. Donc c'est pour le coup assez sécuritaire. Je suis très proche de Lyon. Je le loue très, très facilement et c'est un endroit qui a pris déjà beaucoup de valeur en 5 ans et qui continue de prendre de la valeur. Ensuite, j'ai un autre investissement qui est, sécuritaire dans l'emplacement parce que je suis à Villeurbanne, donc pareil proche de Lyon, proche des universités, mais c'est une colocation. Donc là, je vais aller chercher à un peu plus de rentabilité et un peu plus de risque parce que j'ai beaucoup plus de rotation au niveau de mes locataires et par contre, j'ai plus de rentabilité. Là, le projet que j'ai en cours aujourd'hui, c'est un projet avec des associés, on est 4 et là, on est sur un projet à la base, on voulait faire une colocation 5 chambres et en fait, on a sous-estimé le temps ou je vais le dire dans l'autre sens, on a surestimé le temps qu'on voulait consacrer à cet investissement et on est tous, très occupés et en fait, on n'avait pas du tout envie de gérer une coloc et on avait, du coup, on a préféré, changer, de stratégie et aussi pour un 2e point important, on a eu du mal à trouver ce financement et donc du coup, le financement qu'on a trouvé, ils ont, pris beaucoup moins de travaux que ce dont on avait besoin et donc du coup, on avait prévu de se faire financer toute la partie mobilier, tout ça dans la partie travaux et comme on n'a pas réussi à se faire financer la totalité, on voulait pas mettre autant d'apports et donc du coup, on a décidé de faire la location nue. Donc on gagne du temps et en plus, on met moins d'apports dans cet investissement-là, mais on investit quand même. Donc voilà, on a rebondi. C'est aussi, la vie de l'investissement et là, on va dire dans mes investissements proches, donc j'ai les locaux de mon agence que je souhaite acheter et j'ai ma résidence principale que je souhaite acheter et après, plus je grossis et plus je vais aller me permettre de prendre du risque. Demain, je suis pas à l'abri d'aller, faire de la location courte durée. Hem, c'est pas quelque chose aujourd'hui qui m'a particulièrement attirée, mais maintenant que j'ai un patrimoine qui grossit et que, on va dire que j'ai des choses assez sécuritaires dans mon patrimoine, je vais aller chercher un petit peu plus de risques, avec, potentiellement de la location courte durée ou des choses, heu, un peu plus atypiques, hem, sur, le secteur. Pourquoi pas de l'immeuble de rapport aussi, enfin voilà. Donc chaque chose en son temps. Là, j'ai, des choses, qui tournent très bien. Là, tous les investissements que j'ai, ils tournent très bien. On va terminer là notre projet début décembre et je pense qu'on n'aura aucun souci à le louer parce qu'il va être très, très beau cet appartement et après on continuera du coup sur, la partie locale commerciale, la partie résidence principale et après j'irai m'éclater, dans d'autres choses en invest. Ouais, c'est top, beaucoup de projets en tout cas. Ouais. Hem, pour terminer cet échange, peut-être une dernière question. L'investissement immobilier, je le vois autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui procrastinent, c'est-à-dire qui projettent d'investir dans l'immobilier, mais qui ont du mal à passer à l'action, à sauter le pas. Quel serait toi le conseil que tu donnerais à quelqu'un, qui est un peu dans cette situation et qui n'arrive pas à passer à l'action? Faut prendre, soit quelqu'un pour le faire à sa place en clé en main, soit un coach. Parce qu'en fait, tout seul, c'est qu'on a un blocage, c'est qu'il y a quelque chose qui nous fait peur, soit parce que justement
on n'a pas le temps et qu'on procrastine, à trouver du temps pour le faire, soit parce qu'on a peur, parce que ça peut faire peur, hein, d'investir dans l'immobilier et du coup, on a besoin, de quelqu'un pour nous rassurer. Donc en fait, il faut identifier pourquoi on procrastine cet investissement et après, bah, en fonction, aller, si c'est un problème de temps, bah, aller se chercher un quelqu'un pour le faire à sa place et si c'est un problème de peur, bah, aller se chercher un coach pour être derrière lui, peut-être le rassurer ou lui mettre un coup de pied aux fesses, de temps en temps, pour qu'il y aille. Voilà. Super. Bon, bah, merci pour tous ces conseils, Élodie. Je mets, toutes les informations te concernant, dans la description de la vidéo pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Et puis je te remercie encore pour cet échange. Et bah, je te remercie Quentin, j'ai passé un très bon moment et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut.